Alors, on va enchaîner avec une nouvelle conférence qui sera un peu dans le fil conducteur de la matinée, c'est-à-dire prospective, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Emmanuel Goy qui va nous parler des scénarios de l'ADEME. Je vais dire quelques mots sur Emmanuel Goy. Alors, il est ingénieur INSA, une belle promotion en 1994. 30 ans d'expérience sur la transition énergétique en bureau d'études dans différentes associations et puis depuis 3 ans en tant que directeur adjoint de la direction régionale de l'ADEME région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'ADEME, je rappelle que l'ADEME est une agence d'État dont le rôle en région est d'accompagner les collectivités locales et les entreprises dans la transition écologique. Donc Emmanuel, à toi. Merci beaucoup. Je vais mettre en bas parce que c'est impressionnant. Là. Ça va? Vous me voyez là? Bon, je vais me mettre là. Je préfère être un peu plus avec vous quand même. Je suis plus dans le champ de la caméra. Je retourne en haut alors? Ouais. Allez. Eh ben, je crois que le dernier souvenir que j'ai de cette amphi, c'est un DS de thermodynamique. Et par contre, le souvenir le plus marquant que j'ai de cette amphi, c'est une conférence de Hubert Reeves. Alors ça, plus l'intro brillantissime de mon prédécesseur, merci, j'ai pas la pression, tout va bien. Et puis en plus, là, on va faire un truc de technocrate, puisque c'est un exercice prospectif qui a été produit par l'Agence de la transition écologique, qui est une agence d'État. Donc on est quand même, alors on est plein d'ingénieurs, mais on est quand même des sacrés technocrates, quoi. Alors, avant de commencer, je vais vous poser 5 questions. Ça va permettre de voir où on en est, puis de partager un peu le diagnostic. Ça a été dit juste avant. Si on n'est pas d'accord de où on est, c'est difficile de se mettre d'accord de quel chemin on va prendre pour se déplacer vers un futur désirable. Alors pourquoi la transition? Je crois que ça, on peut le passer. Je ne vous fais pas un dessin. Et quand j'interviens devant des entreprises, je parle assez peu de climat. Je parle plutôt de choc ou de difficultés à venir avec des raréfactions, voire des pénuries sur les matières premières, l'eau, l'énergie, les ressources humaines. On peut aussi avoir de la raréfaction sur les ressources humaines. On peut avoir de la rareté sur des ressources financières, manque de capitaux, etc. Je vous pose quand même cette question-là sur le changement climatique. À votre avis, quand est-ce que, et je pense que si vous avez bien écouté la journée d'hier, ça doit être fastoche. On va le faire à main levée, on le fait en low-tech. Alors, quand est-ce que le changement climatique cessera de s'aggraver? Est-ce que c'est quand nous aurons des émissions de gaz à effet de serre nulles? Est-ce que c'est quand on aura réussi à commencer à les faire baisser? Ou est-ce que c'est quand on aura réussi à les stabiliser? Alors, qui dit que c'est 0? Ouais. Qui dit que c'est commenceront à baisser? Ok. Et qui dit que c'est se stabiliseront? Ok. Alors, pardon pour les 2 derniers groupes, mais pour vous, on a bien fait de faire la question. Et c'est bien l'enjeu, et c'est bien pour ça qu'on parle de neutralité carbone ou de net zéro en anglais. L'objectif, c'est bien d'arriver à 0. Alors, ce n'est pas un vrai zéro, c'est un net zéro, c'est-à-dire que la totalité des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des activités humaines et aussi, voire des activités naturelles, ne doit pas dépasser la capacité qu'a notre environnement à stocker ces mêmes à capter ces mêmes gaz à effet de serre. Et ça veut dire que quand on regarde ce que nos océans, nos forêts, les prairies, la terre, etc., sont capables de stocker, et qu'on regarde le nombre d'habitants qu'il y a sur Terre, eh bien, ça veut dire qu'on ne doit pas dépasser
2 tonnes d'équivalent CO2 émises par an et par habitant si on veut atteindre la neutralité carbone. Alors du coup, 2 tonnes, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. La question, c'est qu'est-ce que c'est une tonne? Est-ce que j'émets une tonne équivalent CO2 quand je construis 2 mètres carrés de bâtiment, je mange 2 à 3 fois par semaine de la viande rouge pendant 1 an, je fais 5000 km en voiture, ou je fais 400 000 km en TGV? Alors, qui dit que c'est le 1? Ouais. Qui dit que c'est le 2? Ouais, je crois qu'il y en a qui ont pigé. Qui dit que c'est le 3? Ouais. Qui dit que c'est le 4? Voilà, bon, il y en a quelques-uns qui ont laissé la main levée, bravo, vous avez compris. Tout cela est équivalent, ce qui est quand même assez intéressant parce que ça montre que il y a finalement des actions qui sont assez efficaces pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ça montre et qu'on a des marges de manœuvre. Voilà. On voit tout de suite que si on se déplace en train ou si on se déplace en voiture, il ne se passe pas la même chose. On voit que si on mange moins de viande par rapport à en manger beaucoup, il ne se passe pas la même chose. Si on construit moins de bâtiments ou si on construit beaucoup de bâtiments, il ne se passe pas la même chose. Si on construit des bâtiments en bois ou des bâtiments en béton, bon là, ce n'est pas précisé. On voit bien que si on construit en bois, on ne sera pas du tout sur 1 tonne pour 2 mètres carrés. Là, on est sur la moyenne des habitudes de construction des dernières décennies. Donc, il va falloir faire différemment. Et je vous invite à aller voir sur le site de l'ADEME le petit test sur la page Nos gestes climat. Vous pouvez, en 10-15 minutes, non seulement avoir votre bilan personnel pour voir où vous en êtes, et puis voir quelles sont les suggestions d'action qu'il va vous proposer sur les aspects sur lesquels vous avez de la marge de manœuvre peut-être la plus facile à atteindre. Est-ce que vous savez où on en est aujourd'hui? Le bilan carbone d'un Français moyen? J'ai 9 à ma droite. Qui dit mieux? 10. Bon, à juger, 10. Allez, on va arrondir à 10. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on divise par 5. Ah, ça calme. Ça calme parce que quand on voit le truc d'avant, et je ne vous ai pas fait le coup du Paris-New York, le Paris-New York, c'est 2 tonnes, l'aller-retour. Donc si on doit être à 2 tonnes, l'année où je vais à New York, il ne faut plus manger, il ne faut plus se déplacer, il ne faut surtout rien acheter. Voilà. Par contre, pour que ce soit un petit peu moins flippant, on peut se dire, OK, c'est pour ça qu'on s'est donné la neutralité carbone à 2050. On voit bien que, idéalement, il faudrait faire tout de suite. On voit bien que tout de suite, ça ne va pas passer. Ou alors là, c'est Mad Max tout de suite, quoi. Voilà, c'est demain, quoi. Donc c'est pas tout à fait désirable. Si on regarde le point de passage à 2030, pour un Français moyen, c'est 5 tonnes. Il y a plein de Français aujourd'hui qui vivent à 5 tonnes. Alors il y en a qui le vivent de façon subie, et puis il y en a qui le vivent de façon choisie. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, c'est complètement possible. Et là, on regarde sur la moulinette, on se dit, tiens, je suis à 7. Il est où le 5? Qu'est-ce que je dois faire? Puis on va peut-être se rendre compte que finalement, le pas pour atteindre 2030, déjà, je sais faire. Et puis pour le après 2030, c'est tout l'enjeu d'un exercice prospectif à l'échelle nationale, de se dire, c'est peut-être pas moi tout seul qui vais arriver à 2 tonnes. Il va peut-être falloir quand même que l'ensemble de la société évolue pour qu'on s'en sorte. Et donc, il va falloir quand même changer de comportement. Alors, c'est intéressant de remonter un petit peu dans le temps. Mes parents ont eu de l'alcool à la cantine. Et je suis sûr que quand ça a été interdit, l'amicale des vignerons a gueulé en disant que c'était notre patrimoine qu'on assassinait. Ma grand-mère avait besoin de l'autorisation de mon grand-père pour aller bosser et pour ouvrir un compte en banque. Quand j'ai passé mon permis, on roulait à 60 à Lyon. Il n'y avait pas de ceinture à l'arrière dans les bagnoles. Tout allait bien. Tout allait bien. Il y a 33 ans, tiens, encore sur la thermodynamique, en travaux pratiques de thermodynamique, pas loin d'ici, là, on avait un moteur de 505 GTI sur un banc d'essai. C'était génial. Un moteur 505 GTI. Bon, alors, ouais, bien sûr, les moins de 45 ans, désolé, je vous ai perdu, mais je sais pas, la 505 GTI, c'était à la bagnole ce que l'iPhone 25 est au smartphone, quoi. C'était une super bagnole, et donc on avait ça,
On avait ça sur le banc d'essai et on trouvait ça extraordinaire. Et donc l'imaginaire qu'on nous a donné quand on était jeune ingénieur, c'était quand même celui de la performance, des super moteurs, etc. Et déjà, réduire à 50, la plupart des automobilistes ont dit « Oh, mais je roule en seconde, ça va abîmer ma voiture. » Il n'y a pas si longtemps que ça, on fumait dans les avions, on fumait dans les restaurants. Et puis, il y a un peu moins longtemps, on s'est mis, heureusement ça n'a pas trop duré, mais à porter des masques dans les transports en commun, alors que, rappelez-vous, quelques mois avant, on disait non, mais ça c'est la culture asiatique, en Europe on ne le fera jamais, encore moins en France, etc. Et puis finalement on l'a fait. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une énorme réticence au changement, et là je ne le dirais pas mieux que Mathieu juste avant. Par contre, on a une assez forte capacité d'adaptation, finalement. Et pour revenir sur les films, moi je voudrais rajouter 2 éléments. C'est que souvent dans les films, il y a un récit où il y a quelques survivants. C'est souvent ça, dans les films où c'est le chaos, et puis il y en a quelques-uns. Et comment ils s'en sortent? Alors oui, il y a l'amour, il y a l'entraide, il y a la coopération. Et en général, celui qui dit ouais, vous m'emmerdez tous, j'ai pas besoin de vous, je me casse, en général, il finit pas le film, lui. Il meurt avant la fin. Voilà. Donc c'est quand même intéressant dans ces récits-là, c'est que ça redonne, et on l'a vu dans le Covid. L'entraide s'est réinstallée assez naturellement. On s'est rendu compte que la mamie du dernier, fallait l'aider à aller faire les courses. Alors qu'avant, on ne lui disait même pas bonjour. Donc quand on est dans la mouise, finalement, on redevient peut-être un peu moins... Et dans les transports en commun, moi je l'ai vu ça, les hommes d'affaires à l'avant, puisque dans mon premier métier, je bossais dans les départements d'outre-mer, donc je prenais beaucoup l'avion. Quand on était à l'avant, effectivement, tout le monde était soit dans l'équipe, soit dans le Figaro, et on ne se parlait pas beaucoup. Par contre, quand on était au fond, on se parlait un peu plus déjà. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que le côté égoïste, finalement, il dépend peut-être un petit peu de la classe sociale. Alors, on va remonter un peu dans le temps avant de partir en 2050. À votre avis, depuis 1970, donc en gros sur les 50 dernières années, est-ce que dans le monde, on a multiplié la consommation d'énergie? Ah tiens, il y a un loupé dans ma diapo. La réponse est contenue dans la question. Voilà. Donc par 2, par 3 ou par 4. Donc la bonne réponse, c'est par 3. Et c'est par 4 depuis les années 60. On va le voir sur le graphe d'après. Hello. Voilà. Ça, c'est le graphique qui fait triper le premier collapsologue venu et qui alimente les aquabonistes. Les aquabonistes, à quoi bon, quoi. Et qui alimente les récits qu'on a pas mal entendus là, ces dernières semaines, derniers mois, genre tout s'empile, les énergies s'empilent, ça ne sert à rien de faire la transition, de toute façon, on rajoute les énergies renouvelables, mais on ne réduit pas le reste, etc. Quand on regarde cette courbe, c'est sûr que ça fait un petit peu penser à ça. Alors ce qu'on constate quand même, c'est qu'effectivement, les années 50, il y a le gros décollage, et que ce décollage, il est porté par le pétrole, c'est quand même assez net. Et puis ensuite, effectivement, ça s'empile. Par contre, en haut, on ne voit pas très bien, mais on voit quand même qu'il se passe des trucs. Il se passe quand même des trucs en haut. Et tout ce qui se passe en haut, c'est tout ce dont on parle sur la transition. Alors là, on ne parle que de transition énergétique. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an maintenant, l'Agence internationale de l'énergie a publié un rapport sur l'emploi dans le monde lié à la transition énergétique. Et donc la bascule s'est faite il y a à peu près 2 ans. Le nombre d'emplois dans le monde liés à ce qu'ils appellent les clean tech est supérieur au nombre d'emplois dans le monde sur les brown tech. Donc ça veut dire que même si la consommation d'énergie fossile aujourd'hui dans le monde, c'est encore les 2/3, voire les 3/4, il y a plus de monde qui travaille en haut, là, sur le truc qui est en train de changer en haut, que de personnes qui travaillent sur le stock. Donc si on raisonne en termes de flux, il se passe beaucoup de choses. Par contre, le stock, effectivement, on se le traîne. Ce qui est intéressant maintenant, c'est si on zoome dans le temps et dans l'espace. Et on regarde ce qui se passe en Europe, l'Europe des 27. Et on voit que déjà, ça augmente plus. On est remonté en 65, ça a augmenté, et puis ça fait quasiment 20 ans que la consommation d'énergie sur l'Europe des 27 n'augmente plus. Et
on voit ce qui est en haut. Alors, ça reste encore assez faible, mais tout ce qui est en haut, c'est ce qui se développe, on voit, depuis une quinzaine d'années. Donc, clairement, si on zoome à l'échelle de l'Europe, le développement aujourd'hui des énergies renouvelables vient remplacer les énergies fossiles. Il n'y a absolument pas de débat là-dessus. C'est déjà un petit peu rassurant quand même. Ouais, j'ai une question. Est-ce que là-dedans, il y a aussi tout ce qui a été délocalisé, par exemple, tout notre impact qui a été délocalisé en Chine, est-ce qu'il compte dedans ou il y a quand même une augmentation, non ? Ouais, alors, la délocalisation ou désindustrialisation a contribué à la baisse des consommations, mais ça a commencé avant. Et sur les 10-15 dernières années, l'effet est faible. Donc ça ne change pas. Ça modère un peu mon propos. Merci d'apporter de la nuance, mais ça ne change pas la tendance. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que, effectivement, ce n'est pas d'une rapidité fulgurante. Maintenant, si on regarde ce qui se passe sur l'électricité, qui est un grand sujet de débat en France, on adore parler d'électricité. Donc là, on va en parler, puis après, je le remettrai à sa place. À votre avis, sur les dernières années, à l'échelle mondiale, que ce soit des opérateurs privés, des pays, etc., quelle est la filière de production d'électricité dans laquelle il y a eu les plus forts investissements? Là, on parle de milliards de dollars. Est-ce que c'est 1, le photovoltaïque, 2, l'éolien, 3, l'hydraulique, 4, le nucléaire, qui vote pour le photovoltaïque? Ok. On ne va pas faire les comptes, mais c'est pas mal. Qui vote pour l'éolien? Un peu moins. Qui vote pour l'hydraulique? Il y a bataille, mais je dirais un petit peu moins. Et qui vote pour le nucléaire? Ok. Alors, désolé pour le dernier groupe, je crois que je vais vous décevoir un petit peu. Et c'est pour ça que c'est intéressant de dézoomer à l'échelle mondiale, parce que l'électricité, c'est un grand sujet franco-français. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde, sur les 4 dernières années, ça sont des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, le photovoltaïque, à gauche, est très loin devant. Et il continue à augmenter, et il augmente plus vite que les autres. C'est clairement le moyen de production d'électricité qui se développe le plus. Alors, est-ce que la planète est devenue écolo du jour au lendemain ou... En fait, c'est tout simplement... Quand on regarde les pays qui en installent le plus, c'est 1, la Chine, 2, les États-Unis. Et qui a boosté les États-Unis? Sous quel mandat? Trump. Là, on se dit, c'est peut-être pas trop une volonté politique, il doit y avoir autre chose. Bon, bah, c'est tout simplement le moyen de production d'électricité le moins cher du monde aujourd'hui. Vous avez des projets qui sortent en Arabie Saoudite aujourd'hui à 10 € le mégawattheure. Dans le sud de la France, un projet solaire photovoltaïque au sol de grande taille, c'est 40 € le mégawattheure. L'éolien, on est à 70 €. Le nucléaire historique, il était à 40, il est en train d'être négocié à 70. Le nucléaire neuf, on a du mal à savoir. Si vous écoutez Greenpeace, Flamanville, qui va être mis en service là, dans les semaines qui viennent, c'est 160 €. Sur les EPR2, on peut espérer qu'on sera autour de 120. Mais on voit qu'en fait, entre le nucléaire historique et le nucléaire neuf, on n'est plus du tout dans la même histoire. Et entre-temps, ce qui s'est passé sur les renouvelables, c'est complètement dingue. Maintenant, l'énergie, pourquoi faire? L'énergie, pourquoi faire? Alors, à votre avis, quand on consomme de l'énergie en France, est-ce que c'est d'abord pour alimenter ce qu'on appelle des usages d'électricité spécifiques, donc tout ce qui est l'éclairage des ordinateurs, des moteurs dans l'industrie, des moteurs électriques bien sûr, qu'on ne sait pas alimenter par un autre vecteur que l'électricité? Est-ce que c'est pour déplacer nous-mêmes et nos marchandises, ou est-ce que c'est pour produire de la chaleur? Alors, qui dit que c'est l'élec et tous les usages qu'il y a derrière? Ouais, 2. Ok, qui dit que ce sont les transports? Ouais, ok, avec Amazon et tout, c'est sûr que voilà. Et qui dit que c'est la chaleur? Ok. Eh bien, merci pour le dernier groupe. Vous avez raison. Et c'est la moitié. Alors, ça baisse un peu quand même, parce qu'on a isolé les bâtiments. Ça, c'est une diapo qui est un peu ancienne. Mais à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, pour le coup, c'est la moitié. On est un peu plus que la moyenne française. La moitié, alors... Un quart de cette moitié, c'est du renouvelable, mais on voit qu'on a une marge de progrès énorme. Et un tiers, ce sont les transports, et le reste, c'est l'électricité spécifique. Donc quand on raisonne l'énergie pour quoi faire,
le débat nucléaire versus le reste, il devient presque dérisoire, quoi. Presque. Et quand on raisonne, quand on repense à la courbe en exponentielle là, du monde, ou à celle qu'on essaye de réduire plus vite pour l'Europe, bah effectivement, si on veut baisser les consommations, il faut savoir à quoi elles servent avant de se poser la question de comment je produis. Je vous fais la même pour l'acier. À votre avis, la production d'acier depuis les années 70, en 50 ans, on a fait x2,5, x3, x5,5. Qui dit que c'est x2,5? Ouais. x3. Ok. Et x5? Ah, vous êtes tous des pessimistes. C'est terrible. Alors, depuis les années 70, on était à 600 millions de tonnes. C'est des millions de tonnes, hein, ouais, par an. Et on est à peu près à 2000, donc on est sur du x3, 3, quelque chose. Pourquoi je vous montre cette courbe? Dans les piliers de l'économie circulaire, il y a le recyclage. Maintenant, mettons-nous dans un système parfait de collecte et de traitement des déchets où on arriverait à recycler 100% de l'acier qui est collecté. Déjà, on arriverait à collecter 100% de l'acier de tous les équipements qui arrivent en fin de vie et on arriverait à recycler 100% de cet acier. Si on reste sur une courbe qui a cette forme, un truc en acier qui arrive en fin de vie aujourd'hui, prenons une bagnole, si elle a 20 ans, si toutes les bagnoles qui arrivent en fin de vie aujourd'hui, j'arrive à recycler 100% de l'acier qui est dedans, je récupère la quantité d'acier qui a été produite il y a 20 ans pour fabriquer des bagnoles. Je suis sur une courbe comme ça. Donc c'est à peu près 2 fois moins. Donc, je réduis mon besoin d'acier de moitié. C'est énorme, il faut absolument le faire. Mais j'ai résolu que la moitié du problème. L'autre moitié du problème, c'est bien d'arriver à une courbe qui soit au moins plate et 100% de recyclage. Et si je suis en dessous de 100% de recyclage, il faut que ma courbe descende, sinon ça ne passe pas. Donc le recyclage ne fait que repousser le problème. C'est déjà pas mal, on gagne du temps. Mais si on reste sur une logique extractiviste et toujours plus, le recyclage, clairement, ne suffit pas. Donc un objet inutile en matière recyclée, bon, ben, ça reste un objet inutile, avec un peu de peinture verte. Hey, je ne sais pas pourquoi j'aime bien 1970. À votre avis, rappelez-vous quand même, 73, choc pétrolier. Donc là, on remonte avant, à une époque où c'était la fête, quoi. Il y avait pas de, le pétrole était vraiment abondant et pas cher et on en trouvait partout. À votre avis, est-ce que le coût du carburant pour l'automobiliste français a augmenté, diminué ou est resté à peu près stable depuis le début des années 70? Alors, qui dit que ça a augmenté? Ok. Qui dit que ça a diminué? Ok. Et qui dit que c'est resté stable? Et il y a quelques... Ne se prononce pas quand même, hein. Je pense qu'il y en a qui ont vu que j'étais un peu fourbe. Alors, ça a diminué, oui, mais... avec 1 heure de travail au salaire minimum en 70, on achetait 3 litres d'essence. On mettait ça dans une 4L, on faisait 50 bornes, et à la fin des 50 bornes, on avait la tête comme un panier. En 2020, 6 litres. On met ça dans une Clio, on fait 130 km. Voilà. Et ça pose la grande question de l'utilité de la technologie. Voilà. Quand je suis rentré à l'INSA en 89, mon père m'a posé cette question qui me hante depuis. À quoi ça sert un ingénieur? À quoi ça sert un ingénieur? C'est vertigineux comme question quand vous êtes super fier de rentrer à l'INSA. Eh bien, ça sert à passer d'une 4L à une Clio. À l'époque, moi, si je voulais faire ça, je voulais construire des bagnoles. Je dis, mais papa, on va avoir des bagnoles qui vont plus vite, qui consomment moins d'essence, ça va être génial. Ben ouais, ça va être génial. Mais du coup, on fait 3 fois plus de kilomètres que dans les années 70. Donc ça nous coûte moins cher au kilomètre, mais on dépense plus, parce que ça nous a offert la possibilité de... Allez, j'avance. Alors, ça nous amène sur cet exercice transition 2050. Pourquoi l'ADEME a fait ça?
l'ADEME existe depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans, on finance des actions de transition écologique, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais peu importe. On a financé les premières déchetteries, les premières ressourceries, les premières chaufferies bois, des expérimentations sur le solaire, etc., etc. On a financé tout un tas de trucs. Bon, ça fait 30 ou 40 ans qu'on fait ça, on commence à voir à peu près ce qui marche et ce qui ne marche pas, grosso modo. Et donc la question, c'est de se dire, si on met bout à bout tout ce qui marche, qu'est-ce qui se passe? Et rapidement, on se rend compte que la technologie et la société, c'est quand même assez interdépendant. Et donc on ne peut pas, si on met bout à bout différentes technologies, ce n'est pas le même mode de vie qu'on construit, plutôt que si on choisit d'autres technologies. Voilà. Et à l'inverse, si on choisit un mode de vie, il y a des technologies, des usages qui vont avec, qui vont moins avec. Vous allez voir où je vais en venir. Voilà. L'idée, c'était aussi d'éclairer la précédente présidentielle. Bon, là, je crois qu'on a un peu raté, mais bon. Alors, en un coup d'œil, les scénarios, il y en a 4. Il y en a qui ont déjà eu une présentation des scénarios, là? Il y en a qui connaissent déjà? Ou qui ont lu une synthèse ou un truc? Okay. Génération frugale, coopération territoriale, technologie verte, Paris réparateur. Je vais vous les présenter dans l'ordre inverse, exprès, parce que le Paris réparateur, c'est probablement celui qui se rapproche le plus du scénario tendanciel. Le Paris réparateur, c'est, en gros, nos modes de vie ne sont pas négociables, pour paraphraser George Bush, père, je crois. Et donc, on continue dans une économie mondialisée, avec des échanges des biens et des personnes un peu dans tous les sens, et on continue à consommer toujours un peu plus, et donc il va falloir réparer les impacts. On y reviendra sur ce que ça veut dire. À l'opposé, la génération frugale, c'est on réduit autant qu'on peut nos besoins en termes de consommation. Et pour faire ça, on s'organise beaucoup plus dans les territoires, on est presque dans du localisme, donc on est vraiment on pousse le curseur du circuit court vraiment très, très loin, et avec ça, on va éviter les impacts. Entre les deux, il y a les coopérations territoriales, qu'on pourrait dire, si on veut le vendre un peu, dire que c'est de l'intelligence collective dans les territoires pour définir quels sont les bons niveaux de consommation et quels sont les bons moyens de produire ce dont on a besoin à l'échelle des territoires ou un peu plus large, donc les intercommunalités en interaction avec les régions, par exemple. Et le scénario 3, c'est un peu une ligne de crête entre allez, on réduit un peu nos consos, mais on veut quand même rester dans nos habitudes, et donc on va décarboner notre économie avec un maximum de technologie. Donc les trois, on est vraiment sur des récits, pour le coup, complètement différents, et c'est bien l'objectif. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'il y a au moins 4 chemins pour atteindre la neutralité carbone. Alors bien sûr, il y a plein de chemins intermédiaires. Voilà, le scénario 1, on va réussir l'évolution rapide et d'ampleur de nos modes de vie. C'est le défi. Dans le scénario 2, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur des modes de vie raisonnables, confortables. Où est le curseur? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est superflu? Grand débat de société qu'on met en place dans les territoires pour se réorganiser et être plus sobre, plus efficace. Le scénario 3, donc on ne modifie pas en profitant nos modes de vie, mais on se débrouille avec de la techno. Et le scénario 4, on se débrouille avec de la techno, y compris pour réparer. Ce qu'on entend par réparer, c'est capter les émissions de gaz à effet de serre trop importantes. Quelques mots-clés pour raconter ces scénarios. Donc, si on reprend le 4 en premier, voilà, consommation de masse, étalement urbain, on reste économie mondialisée, développement de l'intelligence artificielle, on est un peu sur du tendanciel, voilà, on reste sur de l'agriculture intensive, et il va falloir aller capter du CO2 dans l'air. Pour donner un ordre de grandeur, en l'état actuel des technologies, si on veut capter le CO2 pour atteindre la neutralité carbone dans le scénario 4, en 2050, les aspirateurs à CO2 qu'on doit mettre dans les rues vont consommer 60 TWh d'électricité. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde, 60 TWh d'électricité. Le président Macron a annoncé la création de 6 réacteurs de génération 2, les EPR2,
dont les projets démarrent. On espère qu'ils seront en service d'ici à 2050. Ils vont produire à peu près 60 TWh d'électricité. Donc ça veut dire que cet effort énorme qu'on est en train de faire pour relancer le nucléaire, dans un scénario 4, il sert juste à capter du CO2. Alors après, on peut dire, non, mais le nucléaire, il fera autre chose. Ben, dans ce cas-là, on prendra sur l'hydraulique, on prendra sur l'éolien. Mais de toute façon, on est sur une quantité d'électricité assez colossale, juste pour réparer le fait qu'on n'a pas réussi à réduire suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est en cela que c'est un pari, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les techniques existantes pour diffuser ces équipements de captation de CO2 à cette échelle-là. Dans le scénario 3, on joue quand même sur le levier de la sobriété. On utilise très fortement les énergies renouvelables, on utilise très fortement tous les matériaux biosourcés et on fait aussi il y a beaucoup de réusage des matériaux. Par exemple, dans le scénario 3, on considère que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est trop compliqué, il vaut mieux casser et refaire, ce qui pose bien sûr un énorme problème de bilan carbone. Tous ceux qui ont fait les calculs savent qu'il y a à peu près un facteur 10 entre les deux. Et donc on se dit, OK, mais dans ce cas-là, on va casser intelligemment, on va déconstruire et on va réutiliser un maximum de matériaux. C'est aussi un pari. Aujourd'hui, je crois qu'on réutilise 0,5 à 1% des matériaux quand on déconstruit un bâtiment, enfin quand on le démolit. L'idée, c'est de passer au moins à 20%. Donc on voit que la marche est quand même assez haute. Dans le scénario 2, pour illustrer le scénario 2 sur la coopération, on a vu que les besoins de chaleur sont importants, on développe des réseaux de chaleur, parce que les réseaux de chaleur, c'est un bon moyen de mutualiser de la production de chaleur avec des chaufferies efficaces et avec des chaufferies qui utilisent des énergies renouvelables, la géothermie, le bois, le solaire, la récupération de chaleur du process de l'industrie du coin, etc. etc. Dans le scénario 1, là, on pousse plus fort la sobriété et donc on est plus sur une logique de je produis ce que je consomme. Donc on met du solaire sur les toits, on a un poêle à bois super performant plutôt qu'un réseau de chaleur. On est dans cet esprit. Finalement, on retrouve une forme d'individualisme quelque part dans le scénario 1, dans la frugalité. Alors, ça c'est juste pour vous inviter à aller voir l'abondante littérature sur le site de l'ADEME. Quelques marqueurs quand même de ces scénarios pour montrer. Le 4 et le 3, j'ai illustré un peu. Pour illustrer le côté sobre, dans le scénario 1, en 2050, il n'y a plus de résidence secondaire. Oui. Ça n'a pas de sens de posséder 2 logements alors qu'on peut en utiliser qu'un à la fois. C'est un gaspillage de ressources. Donc il n'y a plus de résidence secondaire. Ça passe par le réglementaire, c'est interdit. Voilà. C'est là qu'on voit qu'il y a un pari sur l'acceptation. Dans le scénario 2, on est beaucoup sur l'économie du partage. Si je reprends l'exemple du foncier, plutôt que chacun on ait une grande salle de bain pour pouvoir mettre absolument un lave-linge et un sèche-linge dedans, un grand salon, parce que tu comprends, quand je fais mon anniversaire, j'ai quand même 40 potes, donc il faut qu'on ait de la place. Non, on a des appartements qui sont plus petits, on n'a pas de chambre d'amis, et dans la copropriété, il y a plusieurs chambres d'amis qui sont partagées, il y a une grande buanderie, il y a une grande salle des fêtes en bas, il y a un petit jardin, etc. Et finalement, j'ai moins à moi tout seul, mais j'ai accès à plus grâce à la mise en commun. Voilà, ça pourrait être un peu le slogan de moins égale plus. Sur la mobilité, est-ce que vous savez combien on se déplace? Le Français moyen, combien il fait de kilomètres à la fin de l'année? Vous avez ça en tête? Que ce soit à pied, en voiture, à vélo, en bus, en avion, en train, tout compris. Ok, j'ai 40 000, qui dit mieux? Merci d'avoir joué parce que tu vas prendre cher. C'est 15 000. C'est 15 000. Et bien sûr, c'est très très hétérogène. Il y a plein de gens qui font 40 000 km par an, c'est clair. 15 000. Dans le scénario 1, on passe à 10 000, donc on réduit d'un tiers. Dans le scénario 2, j'ai plus en tête, mais c'est écrit, on réduit de 17%. Dans le scénario 3, on augmente un peu, et dans le scénario 4, on augmente d'un quart. Là, on voit un clivage entre les deux scénarios. Il y en a un où on se contente d'un périmètre un petit peu plus modeste. Voilà. Et dans le scénario 4, on reste un peu sur cette logique de on continue à partir en week-end à Barcelone. C'est très bien Barcelone, c'est juste que pour le week-end, ça pose question.
Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans le scénario 1 et le scénario 2, on développe fortement le vélo. La part modale du vélo est beaucoup plus importante. Et puis aussi, marqueur de sobriété dans ces scénarios-là, on arrête de construire des aéroports, on arrête d'agrandir les aéroports existants, on arrête de construire des autoroutes, on arrête les ouvrages d'art. C'est quand même assez radical. C'est radical au sens où on prend le problème à la racine. Ça ne veut pas dire extrême radical, ça veut dire qu'on prend le problème à la racine. On l'a vu tout à l'heure, si la voiture elle consomme moins, mais qu'on continue à organiser la société pour qu'elle se déplace plus, en fait, on n'a pas résolu le problème. On n'a pas résolu le problème. On peut se dire, ouais, mais on va prendre une voiture électrique. Ouais, ok, on va prendre une voiture électrique. Ça pose quand même un petit souci de matière. J'y reviendrai. Et puis, moi qui fais à peu près tout à vélo dans Lyon depuis que je suis étudiant ici il y a longtemps, le jour où je me ferai renverser par une bagnole, bon, bah, si c'est une Tesla plutôt qu'une Audi à essence, je ne sais pas si ça va beaucoup me consoler, quoi. Je ne suis pas sûr. Il y a quand même d'autres enjeux que la décarbonation autour de la mobilité. Autre marqueur, sur la consommation, dans le scénario 1, on divise par 3 la consommation de viande par rapport à maintenant. Dans le scénario 2, on divise par 2. Dans le scénario 3, on réduit d'un tiers. Et dans le scénario 4, on réduit de 10%. Alors, ce qui est une tendance, mais probablement une tendance un peu pessimiste. Il est probable que rien qu'en suivant le tendanciel à 2050, on sera en dessous d'une baisse de 10%. La part de bio n'est pas la même. Voilà, on a 70% de bio dans le scénario 1, on est à 50% dans le scénario 2 et 30% dans le scénario 3. Divisé par 2 ou 3, on doit tomber à peu près sur les recommandations de bonne santé de l'OMS. Mais ça, je pense que l'intervenant d'après sera beaucoup plus calé que moi pour rebondir là-dessus. J'avance. C'est flippant, hein, votre décompte là. C'est très très flippant. Hein. Les enseignements clés. Il n'y a pas de chemin facile. Par contre, le pire, c'est de ne pas bouger. Voilà, complètement raccord avec ce qui a été dit avant. Le tendanciel, c'est le pire de tous. Même le 4, il est mieux que le tendanciel, parce qu'au moins, on atteint la neutralité carbone au bout. Dans tous les cas, il faut réduire la demande d'énergie. Il n'y a pas d'option. C'est pas optionnel, il faut rénover, réduire la consommation des bâtiments, c'est impératif. Des bâtiments existants, c'est impératif. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des écarts forts en termes de consommation à la fin? C'est dans le scénario 1 et le 2, on arrête de construire. Dans le scénario 3 et le 4, on continue à construire et donc forcément, on a plus de mètres carrés. Mais on rénove quand même à peu près tout. La pression sur les ressources naturelles, là, ça paraît assez évident, elle est assez différente d'un scénario à l'autre. On le voit par exemple sur les besoins en eau pour l'irrigation. Voilà, dans un scénario 1 et puis dans le 2, où on se réadapte, on re-questionne nos modes de production en fonction des ressources et des contraintes du territoire, ou dans un scénario 4 où on se dit non mais on va s'adapter avec la techno, forcément les besoins ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est l'irrigation en bas à droite, on voit qu'il y a un facteur presque 3 entre le scénario 1 et le scénario 4. Et ça, c'est vraiment important parce que ce n'est pas questionné. C'est-à-dire que quand on voit le sujet sur les méga-bassines, par exemple, qui est un sujet d'actualité, j'ai pas d'avis et l'ADEME n'a pas d'avis non plus, je devrais le dire à l'envers. Ce n'est pas notre métier à l'agence, l'eau, vraiment à la marge. Par contre, ce qui m'interpelle dans le traitement médiatique de ces sujets-là, c'est qu'on se dit pour ou contre la méga-bassine, les avantages et les inconvénients, et à aucun moment on re-questionne le besoin. Finalement, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas planter autre chose qui a besoin de moins d'eau ? Est-ce que si on consomme moins de viande, on a peut-être besoin de moins de culture de maïs, et le maïs, ça consomme plein de flotte. Voilà. Toutes ces questions de je tire le fil. La question que j'ai posée tout à l'heure, l'énergie, pourquoi faire ? C'est exactement la même, c'est l'eau, pourquoi faire ? Et on remonte la chaîne. Et là, pour faire ça, on a besoin de têtes bien faites. Et ça, c'est le rôle d'une école d'ingé.
La bonne nouvelle, c'est que quel que soit le scénario, le produit intérieur brut augmente pour ceux qui considèrent que le PIB reste un indicateur important pour choisir une voie d'avenir. C'est bien parce que là, on leur dit en gros, à part le 1, où on tape fort sur la sobriété dès le début, et donc forcément, on va perdre quelques points de croissance, finalement, quand on regarde à long terme, il n'y a pas tellement d'écart en termes de PIB, donc le choix doit se faire sur d'autres paramètres, et c'est tant mieux. Et par contre, en termes de revenus disponibles des ménages, sans surprise, quand on a réduit les consommations et qu'on a utilisé les meilleures énergies qu'on avait à proximité, on dépense moins. Et c'est pareil pour la consommation. Quand on utilise des ressources locales, etc., à terme, finalement, on se retrouve à être moins coincé en fin de mois, par un double effet de sobriété et d'efficacité. Et ça permet de sortir aussi du débat quelle est l'énergie la moins chère, dans lequel je suis rentré moi-même tout à l'heure au début. C'est OK, parce que c'est combien on en consomme. Alors, où est-ce qu'on va ? On s'était brossé un peu à la serpe, de façon un peu caricaturale, je m'en excuse. On vote ? Allez, qui part pour le scénario 4 ? Pourtant, je l'ai bien vendu quand même, non ? Le scénario 3, les technologies. On est quand même dans l'Institut national des sciences appliquées. Donc, on va appliquer la science pour faire des technologies qui vont nous décarboner. Le scénario 2, les coopérations territoriales. Il y a déjà plus de monde. Et le scénario 1, la génération frugale. Merci beaucoup pour cette participation. Il me reste 2 diapos encore, désolé. Merci beaucoup pour cette participation. Et ça... C'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien que, je pense que vous l'avez déjà tous en tête là pour la suite, les besoins d'enseignement que l'on a dans une école d'ingé, suivant si on prend le scénario 2 ou le scénario 4, ou même le scénario 2 ou le scénario 3, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Et ce qui nous manque, et moi je le vois tous les jours là dans mon boulot depuis longtemps, mais ça m'a pris 25 ans à comprendre, pareil, c'est qu'en fait, là où on n'est pas très bon, c'est de bosser avec des gens qui ne sont pas comme nous. Ça, on ne sait pas bien faire. Bosser entre ingé, ça, on est au top. Mais bosser avec des personnes qui ne sont pas comme nous, voilà. Moi, j'adore discuter avec mes collègues sociologues de l'ADEME. J'adore, c'est passionnant. Mais il y a 15 ans, je trouvais que ces gens-là n'étaient pas très sérieux et ils ne servaient pas à grand-chose. Voilà. Voilà, j'ai cheminé. Je vais avancer là-dessus parce qu'on l'a dit. Juste un élément, c'est celui de la fin, parce qu'il y a beaucoup de controverses et ça m'énerve. On nous dit on ne pourra pas faire la transition parce qu'on n'aura pas de matériaux. Vous vous rendez compte, l'éolien, il faut du béton, les panneaux solaires, etc. Alors, le solaire photovoltaïque, c'est du silicium. On peut aller le chercher dans le Sahara, le sable, c'est Y. Pas de sujet. Le béton, c'est 1 à 2%. Et je vous invite à aller voir le feuilleton matériaux qui a été publié, qui est disponible sur le site de l'agence. Voilà. En gros, pour construire nos socles d'éoliennes, c'est 1 à 2% des consommations de béton actuelles chaque année jusqu'en 2050. Donc, si le béton devient plus cher, l'éolien sera impacté, mais ce n'est pas l'éolien qui va rendre le béton plus cher, pas plus que les autres, Voilà. Et ça, c'est un biais énorme de demander des vertus aux solutions renouvelables alors qu'elles viennent remplacer de façon quand même un peu mieux l'existant à qui on n'a jamais rien demandé. Par contre, et c'est pour ça qu'il y a un amalgame, parce qu'on fait un gros paquet, la transition écologique, les écolos, on fait des gros paquets. Dans le scénario 4, on électrifie à peu près 40 millions de bagnoles. Je vous le fais un peu caricatural. Pour avoir 40 millions d'automobiles, c'est ce qu'on a aujourd'hui en France, en 2050, qui sont toutes électriques, avec des bagnoles à 1,5 tonne, donc déjà, c'est même plus la Tesla, il faut rester à la Zoé. Il faut que, d'ici à 2050, la France capte 10% de la production annuelle mondiale de lithium chaque année. Sachant qu'on est 1% de la population mondiale. Donc il faut qu'on arrive proms. Il faut vraiment qu'on se grouille, Donc là, on voit qu'il y a clairement une tension. On a besoin de toutes les énergies renouvelables, y compris l'éolien, n'en déplaise à certains, y compris le photovoltaïque. Voilà. Il n'y a pas de... Alors, et quel que soit le volume de nucléaire, c'est ça qui est intéressant. C'est que de toute façon, il y a au moins
Dans le scénario où il y a le moins de renouvelables, c'est 70% du mix énergétique total qui est renouvelable. Aujourd'hui, les renouvelables en France, c'est 21%. Voilà. Donc le sujet de plus ou moins de tel ou tel, en fait, il n'y a pas débat, les renouvelables, il faut toutes les pousser. Et c'est sans regret, parce que même dans un scénario 1 où il y a beaucoup de sobriété, c'est tellement sobre qu'on appelle ça la frugalité, eh bien, on a besoin de développer fortement les énergies renouvelables. Voilà. Et ça permet aussi de contrebalancer les discours qui disent « Ah non, il ne faut pas développer le solaire ou l'éolien tant qu'on n'aura pas fait la sobriété. » On dit « Ben non, parce que même dans les scénarios sobres, on en a besoin. » Et l'hydrogène, qui peut être un beau sujet d'ingénieur, c'est maximum 6% des usages énergétiques en 2050. On en a besoin notamment dans les scénarios 100% renouvelables, et 100% renouvelables ELEC, parce que c'est la clé pour faire l'équilibre du réseau, mais c'est quelques pourcents de l'ensemble, donc c'est absolument pas l'alpha et l'oméga de la transition. Et ça, n'importe quel élève ingénieur qui sait faire une règle de 3, j'espère qu'on vous apprend encore la règle de 3, on s'en sert tous les jours, même 30 ans après, voilà, il suffit de regarder la chaîne de rendement et on comprend tout de suite que l'hydrogène, c'est vraiment une niche dans la transition. 5 grands sujets, je m'arrête là-dessus. De toute façon, je pense que vous les avez tous déjà bien identifiés. Jusqu'où on peut aller dans la sobriété? Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce bien raisonnable? Est-ce que les puits naturels de carbone, ça va suffire? Est-ce qu'on peut raisonner autrement dans l'économie du bâtiment et pas se lamenter parce que le bâtiment neuf ne fonctionne plus, voilà, on ne construit plus de bâtiment, du coup le bâtiment ne va pas bien, du coup rien ne va. Changer de récit là-dessus, changer d'imaginaire, alors qu'on ne trouve pas d'artisans pour rénover les bâtiments. Je caricature, pardon, je fais des raccourcis, mais c'est un peu l'ambiance. Et puis comment on met de la sobriété dans un modèle industriel? Moi, je serais tenté de dire oui, c'est effectivement comment, c'est pas pourquoi, parce qu'on n'a plus tellement le choix. Quelqu'un qui est dépendant de l'acier pour vendre ses produits, s'il ne trouve pas une solution pour en récupérer, il y a quand même un petit souci de pérennité et de résilience de l'activité. Je crois que je suis au bout. Merci de votre attention.